Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre table ronde sur le thème « Les habitats partagés et inclusifs sont-ils l'avenir du bien vieillir à domicile ?» Ce concept d'habitat inclusif destiné aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées qui choisissent un mode de vie communautaire connaît actuellement une expansion remarquable. Il s'inscrit dans une volonté de permettre à chacun de vivre chez soi, sans être seul, tout en offrant un accès aisé aux services, commerces et transports. Alors que de nombreux départements et collectivités territoriales soutiennent le développement de ces projets, les porteurs d'initiatives rencontrent souvent des obstacles à leur mise en œuvre liés à des questions réglementaires, de financement ou de modèles économiques. Donc ensemble, nous allons explorer les enjeux et les opportunités liées à cette approche innovante avec nos 5 intervenants. Je vous demande de les applaudir, peut-être dans un premier temps. Merci pour eux. Et je vous les présente. Marie Goutenoir, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directrice générale Bonjour. Et cofondatrice de Chez Moi Demain. Vous nous direz quels sont les fondamentaux de votre société dans un instant. Avec nous également Jean-René Le Cerf, président du CNSA, Conseil national de solidarité pour l'autonomie. Ancien élu également, bonjour. Président du conseil de la CNSA. Du conseil de la CNSA. D'accord, très bien, merci beaucoup. Ancien président du conseil départemental du Nord aussi et ancien maire de Marc-en-Barreuil pour ceux qui s'intéressent à la politique et qui vous connaissent. Merci beaucoup. Olivier Richefou, merci d'être avec nous également, vice-président de l'Assemblée des départements de France et président du conseil départemental de la Mayenne. Merci de votre présence. Merci. Avec nous également Thomas Berrettoni, conseiller régional de la région Sud-PACA. Merci, vous êtes... Bonjour à tous. Bonjour. Vous co-présidez, Thomas, depuis 2021, l'opération d'intérêt régional sur la Silver Economy. Donc vous êtes totalement en phase avec les sujets qui nous passionnent. Et puis nous avons la chance aussi d'avoir avec nous Aurélien Poisson, directeur Legrand sur Legrand Care France, plus précisément, sur la filiale en charge du bien vieillir. Hein, je crois que c'est ça. Bonjour à tous. Merci à tous les 5 de votre présence. Alors, j'aimerais vous donner la parole, Jean-René Le Cerf, dans un premier temps. Est-ce qu'on peut faire peut-être un état des lieux, la situation actuelle des habitats partagés et inclusifs en France? Comment évoluent ces projets à l'échelle locale? Vaste problème et vaste programme. Mais je vais essayer d'aller vite, si vous voulez. En commençant malgré tout par une boutade. J'aime beaucoup Raymond Devos. Et après 68, il avait fait un sketch qui m'avait beaucoup amusé, où notamment il lisait les inscriptions, les tags sur les murs, où il y avait « Faites l'amour, pas la guerre ». Et il disait « Faites l'amour, pas la guerre », on vous met devant un choix. Il y en a peut-être qui auront envie de faire autre chose. Et bien, dans notre pays, il y a encore très peu de temps, lorsqu'on prenait de l'âge, lorsqu'on prenait du handicap, lorsqu'on prenait des pertes d'autonomie, eh bien, on vous disait c'est le domicile ou bien c'est l'EHPAD. Là aussi, il y en a beaucoup qui avaient envie de faire autre chose. Et le domicile, lorsque vous êtes seul, lorsque vous êtes en perte d'autonomie, il est dangereux, il peut même être très dangereux. Et l'EHPAD, sa médicalisation très importante, fait que de temps en temps, on se demande si l'objectif de l'EHPAD, c'est pas plutôt de vous conserver en vie que de vous permettre de vivre. Donc, il y a une place qui est une place extrêmement importante pour les habitats intermédiaires. Et les habitats intermédiaires, ils sont pour moi de formes très différentes, mais il faut rechercher à chaque fois leur caractère inclusif. Il y a l'habitat partagé, il y a l'accueil familial, il y a les résidences autonomie, il y a, pourquoi pas, pour des personnes qui sont réellement encore en pleine possession de leurs moyens, y compris physiques, les béguinages. Ce que je trouve être le drame aujourd'hui, c'est que les travaux de Pebro-Wolfrom datent maintenant effectivement d'environ 5 ans sur l'habitat inclusif et notamment sur les habitats partagés. On a des expériences qui sont des expériences extrêmement probantes de la qualité de vie dans ces structures. Moi, j'en ai visité je ne sais combien, aussi bien pour des personnes âgées d'ailleurs que pour des personnes en situation de handicap. Et j'ai trouvé des gens qui vivaient une vraie vie et des gens qui étaient heureux, effectivement, de l'endroit où ils se trouvaient, y compris dans des habitats partagés pour jeunes Alzheimer, par exemple, ce qui n'est pas évident. Pourtant, en dépit de ce succès, en dépit du fait que ça coûte moins cher que les accueils traditionnels, qu'un maintien forcené au domicile initial, ou bien que l'entrée dans un EHPAD, que ça transforme également l'existence et le sens du travail des professionnels de l'accompagnement et du soin, qui retrouvent la capacité d'être
des hommes et des femmes par rapport à d'autres hommes et d'autres femmes et de travailler effectivement le lien social. Aujourd'hui, on est dans une espèce de panne sur le développement de l'habitat partagé et de l'habitat inclusif. Alors on s'en gargarise beaucoup à longueur de séminaires et c'est fort bien, mais moi je suis là aussi pour vous dire que dans la réalité et par rapport au défi démographique qui nous attend et qui nous attend demain matin et même aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout à la hauteur des efforts qui devraient être réalisés. Il y a aujourd'hui à peu près 20 000 personnes en habitat partagé. Il faudrait que dans les années qui viennent, on passe à 100 000, à 150 000, à 200 000, à 300 000. Car je pense que cette structure, elle offre une qualité de vie qui est exemplaire et qui n'est contestée par personne. Et parallèlement, on se rend compte, mais personne n'ose le dire, que l'EHPAD de demain, et Dieu sait si j'ai horreur de ce nom d'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, vous avouerez que ça fait envie, quoi. L'EHPAD de demain, ça va devenir, et tout le monde est d'accord là-dessus, mais personne ne le dit, ça va devenir un lieu pour des personnes en extrême fin de vie et pour des personnes en situation d'extrême dépendance. Autrement dit, tout le virage domiciliaire, qui est une volonté de la CNSA, le fait que vous puissiez choisir un domicile qui n'est pas le vôtre initial, mais qui devient votre domicile, l'insécurité et l'isolement en moins, eh bien tout cela, c'est le pari que nous avons à faire pour demain avec les départements, avec l'État, avec notre nouveau ministre, que j'aime beaucoup, mais il est de mon département et on se connaît bien, et qui est extrêmement intéressé sur le problème de développement de l'habitat inclusif. Vous parlez de Paul Christophe qui était avec nous ce matin. Tout à fait, je l'ai salué ce matin. Il reste beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, 21 000 personnes. Aujourd'hui, des crédits sur l'aide à la vie partagée qui sont de l'ordre de 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, pour vous et pour moi, c'est beaucoup. Au niveau national, c'est dérisoire. Bien, alors beaucoup de choses à faire, effectivement. On va en parler dans un instant, mais peut-être revenons à la base, si vous le voulez bien, avec vous, Marie Goutte-Noir. La définition, quand on parle d'habitat partagé, comment est-ce qu'on définit ces habitats partagés et inclusifs ? Oui, parce que là, on a entendu, il y a beaucoup de projets, enfin, de possibles Parlez différents. bien Un peu plus près ? Oui, un peu effectivement, plus près, oui. Je m'entends moi aussi. Beaucoup de projets différents. On va repartir sur qu'est-ce que l'habitat partagé, la grande maison de l'habitat partagé. Là, on part vraiment de ce que définit la loi Allure 2014. On est sur des projets d'habitat avec les futurs usagers qui sont à la conception, à les curseurs, on peut les bouger, différents niveaux d'engagement et d'implication, mais qui sont à la conception de leur futur lieu de vie. En gros, ceux qui vont habiter sont les mieux placés pour décider d'où et comment ils veulent habiter. La mutualisation d'espaces, de services, de besoins. Donc là, clairement, on entend qu'on est dans quelque chose, on se rapproche de l'habitat inclusif, mais voilà, on est vraiment sur ce besoin qui est de quoi j'ai besoin, comment je partage, avec qui je le partage, c'est important. Et puis l'autogouvernance, c'est-à-dire le fait qu'on gère nous-mêmes ces espaces. On apprend aussi à gérer ces espaces, l'autonomie qui est poussée au maximum pour que ce soit des lieux de vie autonomes, bienveillants et adaptés aux besoins. Et ensuite, la loi Elan 2018 qui vient cadrer l'habitat inclusif et qui lui donne une dimension, ce même habitat-là, d'autodétermination, autogéré, conçu par les habitants, dédié à des personnes porteuses de fragilité, soit une fragilisée par l'âge, soit fragilisée par un handicap, autonome. On reste dans du logement de droit commun. Je suis vraiment dans le grand cadre de ce que moi, en tout cas, j'appelle par habitat inclusif, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même on a beaucoup d'exemples divers et variés. Oui. Et là, on est vraiment sur cette notion du choix. Moi, je milite même, mais l'autodétermination du lieu de vie, on est dans l'habitat inclusif. Si on parle d'un maillon manquant du logement, la résidence, elle existe. L'EHPAD, il existe. Quand il est nécessaire, il est nécessaire. C'est du logement médicalisé, ça existe. Les résidences grande échelle, ça existe. L'habitat inclusif, décidé par les futurs habitants et autogéré, donc un petit collectif, ça, là, il y a un besoin, effectivement, et il faut accélérer. Là, je vous rejoins à 400%. Il faut accélérer le développement de ces lieux de vie. Passer de 20 000 à 100 000, disait Jean-René Le Cerf il y a quelques mais instants. Le besoin, il est criant, et puis l'envie, moi, je croise tous les jours, mais on parle de communes, mais les habitants eux-mêmes. Mais
c'est même plus du besoin, c'est de l'évidence en fait. Donc là maintenant, il faut mettre des moyens effectivement pour accélérer le développement de ces lieux de vie. Quand vous parlez de militantisme, de que vous militez, vous dites que vous militez pour l'habitat inclusif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations à faire encore aujourd'hui, c'est ça? Il y a encore, oui, parce que du coup, on est face quand même à du logement qui reste innovant, parce que bon, c'est récent. Le rapport Wolfram-Pifto 2020, qui est en cours là de réactualisation. Il y a les rencontres du réseau APA actuellement, l'habitat accompagné partagé, dans différentes villes, où ils interviennent beaucoup. Donc du coup, voilà, ils sont en train aussi d'affiner, parce qu'on est parti d'un grand constat, avec des moyens mis. Donc la CNSA a beaucoup participé à l'émergence de ces premiers habitats. Puis là, on est à la phase constat, où il faut voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est de l'ordre de ce qui existait déjà et qui ont leur propre circuit. Et là où il faut vraiment appuyer, et là où il y a encore des leviers et surtout du renforcement à faire pour pouvoir vraiment permettre l'émergence et la pérennité de ces lieux de vie. C'est important. Je pense qu'on y reviendra après parce que c'est vraiment important. Voilà, aujourd'hui, un des gros freins, c'est comment assurer, garantir la pérennité de ces lieux de vie. Si on veut parler maintien à domicile, il faut penser à long terme. Voilà, on y reviendra et vous nous direz aussi quelles actions vous menez avec votre société Chez Moi Demain. Mais j'ai envie qu'on entende aussi Olivier Richefou sur l'engagement justement des départements, l'engagement que prend l'Assemblée des départements de France pour promouvoir les habitats partagés aujourd'hui au niveau justement des départements. Alors, moi je partage, et ça ne surprendra personne, parfaitement ce qu'a dit Jean-René Le Cerf sur cette orientation et sur cette nécessité de développer ces habitats intermédiaires. Les départements aujourd'hui n'interviennent pas, sauf pour en assurer la promotion, mais n'importe qui peut aujourd'hui déposer un permis de construire en ayant trouvé un terrain, construire une maison et puis décider d'abriter et d'héberger des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Et je vois aujourd'hui percevoir deux typologies essentielles d'acteurs. Des acteurs qui ont chevillé au corps l'énergie et l'envie de s'occuper de personnes âgées et qui montent des projets. Et puis on voit d'autres acteurs qui, à l'inverse, sont des promoteurs immobiliers qui trouvent là une nouvelle niche, un nouvel espace de développement de leur activité et qui ont plutôt une approche immobilière. Et donc il y aura forcément des catastrophes. C'est un marché qui, pour l'instant, n'est pas régulé. Alors ça tombe bien, c'est un marché en devenir. Comme l'offre est faible et que le besoin est important, je pense qu'on verra beaucoup de projets se développer. Il y en a qui tiendront, il y en a qui ne tiendront pas. Et ce qu'il faut, c'est sécuriser le fait qu'on accueille des personnes âgées. Et aujourd'hui, ce n'est pas sécurisé. Et donc la préoccupation qu'ont les départements, c'est de voir se développer beaucoup d'offres très différentes dans lesquelles quels seront les signalements en cas de maltraitance, comment les choses se passeront, comment est-ce qu'on est certain que la qualité de la prestation sera à la hauteur. Et donc la préoccupation qu'on a, nous, c'est peut-être qu'à un moment donné, il faudra que les pouvoirs publics dans son ensemble, peut-être avec la CNSA, regarde s'il n'y a pas une forme de labellisation. Il faut légiférer sur le sujet, c'est ça? Oui, alors une législation, je me méfie, parce que les législateurs, on va les laisser travailler pour l'instant, mais en tout cas qu'il y ait peut-être une labellisation, ce qui veut dire aussi une forme de contrôle, parce que c'est pas un gros mot le contrôle, hein. Il faut qu'à un moment donné, et notamment quand il y a de l'argent public, on sait bien que beaucoup d'entre vous attendaient cet AVP et des appels d'offres lancés par les départements pour permettre d'avoir de l'animation. C'est des financements qui sont partagés entre la CNSA et le conseil départemental. C'est indispensable, mais ça suppose qu'on mette bien à plat les besoins sur le territoire. Donc c'est un marché qui est nouveau. Il ne faut pas réguler le marché parce que le marché il doit aussi s'exprimer. Mais n'oublions pas qu'on accueille des personnes fragiles et que si on accueille des personnes fragiles, il faut quand même qu'il y ait un peu de contrôle. Voilà. Donc on est au milieu du gué sur le sujet et moi j'attends beaucoup des échanges aussi avec tous les professionnels pour comprendre leurs attentes et voir dans quel sens, avec la CNSA, avec le ministère, il faut qu'on puisse avancer sur ces sujets.
Alors nous avons sur cette table ronde un autre élu de terrain, à savoir Thomas Berrettoni. Vous êtes, je le disais, conseiller régional de la région Sud PACA. Vous êtes également conseiller régional, premier adjoint à Saint-Laurent-du-Var. Premier adjoint à Saint-Laurent-du-Var, exactement. Alors vous avez déjà mis des dispositifs en place. Vous avez déjà avancé concrètement sur ces sujets de l'habitat inclusif. Peut-être déjà juste expliquer. Donc dans la région Sud PACA, de Nice à Marseille, en 2015, avec Christian Estrosi et Renaud Muselier, on a créé des opérations d'intérêt régional par rapport donc, au secteur à enjeu, aux filières à enjeu. Pour nous, la Silver Economy, c'est une filière à enjeu. Et j'ai le plaisir donc, de co-présider l'opération d'intérêt régional avec Robin Gannot, qui était ici même, je crois, tout à l'heure, sur une table ronde. Et en fait, on a 3 priorités sur notre mandat par rapport à la Silver Economy. La première chose, c'est de travailler sur l'innovation. La deuxième chose, c'est de travailler sur la formation. Et la troisième chose, c'est de travailler sur l'habitat. Donc dans ce cadre-là, par rapport à l'habitat, concrètement, la région Sud, j'ai 2 projets qui viennent comme ça en tête par rapport à tout ce qui est résidence partagée ou inclusif. La première des choses, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, donc dans le Vaucluse, à Cheval-Blanc, il y a une résidence inclusive qui a été livrée en novembre dernier, novembre 2023, donc c'est quasiment un an. Donc 23 appartements. Et on a réussi, la région, à mettre tout le monde autour de la table, donc l'État, la région, le département, la ville, la DMR, des acteurs privés comme La Poste ou encore AG2R La Mondiale, et on a livré donc une résidence partagée avec donc 23 logements sociaux, donc PLAI et PLUS, vraiment connecté avec la ville de Cheval-Blanc et avec vraiment une vocation sociale, avec un projet social derrière qui accompagne cette vie. Parce que c'est important de le préciser selon moi, c'est que quand on fait des résidences partagées, il faut aussi y adosser un projet social derrière. Premier exemple. Deuxième exemple, l'année dernière, aussi en 2023, à la demande du département des Hautes-Alpes, la région Sud, nous avons rédigé, si vous voulez, un guide pour les porteurs de projets qui souhaitent créer de la résidence partagée ou inclusive. Donc ce guide, il se destine aussi bien aux collectivités, mais également aux associations ou même à des acteurs privés. Ce guide fait une 20aine de pages. Et en fait, on a essayé de condenser à l'intérieur de ce guide les différentes étapes à valider pour porter un projet comme tout le monde l'a dit depuis tout à l'heure, là on dépasse le caractère de l'immobilier, de l'urbanisme, on est vraiment dans le social, dans l'accompagnement des seniors, et donc c'est important de l'encadrer. Et donc dans ce guide-là, si vous voulez, je fais un peu de pub pour la région, mais vous pouvez le consulter sur le site de la région Sud. Dans ce guide-là, à mon sens, on peut et on apporte des réponses concrètes aux personnes qui souhaiteraient développer des projets, notamment des mairies, et qui ne savent pas forcément par quel bout prendre le sujet en fait. Et c'est vrai que moi, au quotidien, dans ma petite commune de 30 000 habitants, donc à côté de Nice, à Saint-Laurent-du-Var, je vois pas mal de personnes qui viennent donc toquer à la porte de la mairie et qui nous posent des questions en disant voilà, moi je suis une association ou je suis un acteur privé, j'aimerais créer une résidence partagée ou une résidence inclusive, comment est-ce que je dois faire? Quels sont les financements possibles? Est-ce que vous, mairie, vous allez m'aider? Est-ce que c'est le département? Est-ce que c'est la région? Et donc c'est important pour nous, régions, vraiment de travailler collectivement et d'apporter des réponses comme ça. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Olivier Richefou, à savoir qu'effectivement il faudrait un peu mieux réglementer tout cela? Je suis toujours d'accord avec Olivier Richefou, déjà ça, il faut le dire. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Ça, c'est une réponse de politique. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à... Et c'est vrai que juste se rappeler, moi, ça fait 10 ans que je suis élu à l'urbanisme, donc voilà, 10 ans depuis 2014. Et c'est vrai qu'en 2014, il y avait encore la dichotomie logement libre et EHPAD, si vous voulez. Et depuis 2014, on a vu énormément de produits immobiliers qui sont arrivés. Il y a du locatif intermédiaire, il y a de la résidence service, il y a de la résidence sociale senior. Donc il y a énormément de produits qui sont proposés. Et c'est vrai que c'est important, à un certain moment, d'apporter des réponses et peut-être d'encadrer davantage les différents produits qui sont proposés sur le marché. Oui. Alors, Aurélien Poisson, vous représentez le Grand Caire France, donc on est dans l'innovation qu'évoquait Thomas il y a quelques instants, l'innovation, la technologie. Comment et de quelle façon et pourquoi aussi le Grand Caire France est positionné au niveau de l'assistance à l'autonomie? Alors, déjà, le Grand Caire France, c'est une filiale du groupe Legrand. Le groupe Legrand, c'est un mondial leader des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, un groupe français, industriel. Et donc, le groupe, depuis longtemps, a misé sur l'assistance à l'autonomie et l'accompagnement le plus longtemps possible des personnes à leur domicile. Et donc, dans ce positionnement-là, le groupe a poursuivi sa stratégie habituelle d'innovation, en investissant fortement en R&D pour
développer des nouvelles solutions et en faisant des acquisitions d'entreprises dans le domaine de l'assistance à l'autonomie. Et donc, depuis une vingtaine d'années maintenant, il y a plusieurs entreprises qui ont été rachetées partout en Europe. La dernière en date était en 2024. Parlez bien dans le micro quand vous entendez mal. Ah oui. Ouais. La dernière en date était en 2024. Merci. Et donc le groupe continue d'investir largement sur ces produits. Et donc vraiment notre positionnement, c'est d'amener les meilleures technologies sur le terrain pour accompagner les personnes âgées le plus longtemps possible à leur domicile. Comme quoi, par exemple ? Alors, typiquement, on a tout un système de produits qui vont détecter les déplacements des personnes, qui vont détecter des ouvertures de portes et qui vont pouvoir mesurer les routines des personnes dans leur domicile et puis mesurer s'il y a des changements alarmants ou des changements notables qui vont permettre derrière aux aidants familiaux ou à des aidants professionnels d'être au contact, d'être en lien avec ces personnes pour comprendre ce qui se passe et puis alerter, intervenir au besoin. Donc les technologies importantes évidemment dans ce sujet de l'habitat partagé, on y reviendra dans un instant. Marie Goutte-Noir, vous avez créé, vous, donc, votre société qui s'appelle Chez moi demain, où il est question effectivement d'habitat partagé, d'habitat inclusif. Qu'est-ce qui vous en a donné l'envie, l'idée et comment vous travaillez ? Alors le besoin en fait, parce que du coup, Chez moi demain existe depuis 6 ans, c'est une structure coopérative d'accompagnement d'habitat partagé. On a démarré du coup sur cette notion, ces habitats intergénérationnels, conçus avec et pour les habitants, en lien avec les communes, enfin voilà. Et du coup, le besoin de logements dédiés personnes âgées est venu très naturellement. On s'est tourné vers une première association spécialisée pour vraiment identifier à la conception, en fait, comment répondre à un besoin naissant et pouvoir garder le maintien à domicile. Qu'est-ce que ça signifie ? De quoi les gens vont avoir besoin ? En plus de leurs envies à eux, en fait, avoir vraiment des avis de spécialistes. Et de là, en fait, on a réalisé très rapidement, il y a eu un besoin parallèle qui s'est créé, celui des territoires directement, des communes. Aujourd'hui, à l'émergence, on accompagne majoritairement des collectivités, des associations, pour vraiment identifier à qui s'adresse le projet. Une méthodologie qui intègre dès que possible les futurs habitants directement à la conception, parce qu'ils sont les mieux placés pour savoir ce dont ils ont besoin. Et avec eux, en plus, on va pouvoir vraiment pousser au niveau du montage, voir le besoin. Il y a aussi les possibles. Donc il y a le besoin de vie, mais il y a aussi les capacités financières. Enfin, toute une méthodologie d'accompagnement qui va permettre, in fine, de garantir un lieu de vie, petit format, parce que c'est ça en fait qui va répondre, donc tout est à la carte, mais qui va garantir un lieu de vie en adéquation parfaite avec les besoins identifiés. Donc là, on travaille main dans la main, en gouvernance partagée, avec les communes, avec les services de l'État pour le logement conventionné, avec les juristes, avec les habitants, avec les associations. En fait, on est systématiquement, de manière itérative, on fait avancer les projets pour vraiment arriver à la meilleure réponse possible pour le territoire, pour les habitants et pour le territoire en tant que tel, parce que du coup, on maille, voilà, avec un CCAS quand il y a besoin, quand il y a vraiment du trait social, un CCAS qui va porter l'animation, parce qu'effectivement, ça c'est clé. Ces projets, ils sont aussi définis par un projet de vie sociale et partagée, c'est-à-dire une volonté de vivre ensemble, écrit entre tous les habitants, et qui va devoir se porter, qui va être un des garants de la pérennité du lieu de vie dans sa dimension sociétale, justement. Quels sont les principaux défis, les obstacles auxquels vous êtes confrontés dans la mise en place de ces habitats ? Alors la mise en place, il n'y a pas de complexité en termes de montage. On a vraiment toutes les cartes en main, on a tous les acteurs identifiés sur un territoire. On a une méthodologie qui permet de monter des projets sans aucune difficulté. On sait les financer. Le plus gros défi, c'est la pérennité de notre lieu de vie, et c'est le poste, il a été nommé, ce poste d'animateur-coordinateur, qui aujourd'hui a été porté sur la première convention majoritairement par le CNSA et les départements. Notre conseil de financeurs, qui est quand même un acteur clé aujourd'hui et qui, je fais une micro-parenthèse, mais réussir à trouver plutôt renforcer l'organe qui existe déjà, du conseil des financeurs en contrôle. Moi, cette labellisation, elle existe finalement, ce serait plutôt pousser ce curseur, garantir notre habitat inclusif dans sa définition telle qu'elle a été posée au démarrage,
Parce qu'il y a une définition déjà, il y a des cahiers des charges, les départements. Quand on veut une aide à la vie partagée, notre fameuse aide pour salarier ce poste de coordinateur, qui est la pierre angulaire autour de laquelle cet habitat inclusif va garder son inclusivité. C'est vraiment une personne, c'est pas du logement médical, on est dans du logement classique. Mais du coup, c'est vrai que ce poste de coordination, c'est lui qui va vraiment faire le lien entre les habitants, dans l'environnement immédiat, le lien avec la commune, le lien pour les besoins en fait. C'est ça qui va garantir le maintien à domicile. Et c'est là où on est vraiment sur une production d'un logement qui aujourd'hui n'existe pas. Voilà, on est 20 000 aujourd'hui, c'est plus de 100 000. On est sur des chiffres, quand on prend les chiffres du vieillissement en France, c'est exponentiel. Donc le besoin, c'est démultiplié. Sans ce poste-là, on ne peut pas avoir la garantie de pérennité, le maintien à domicile. Il passe aussi par des aides de l'argent public, un contrôle évidemment. On a des aides à la pierre pour la production du logement social. On est dans un logement aidé. Donc poussons les curseurs avec des aides au fonctionnement qui vont pérenniser ces logements. Voilà, c'est là où le côté militant ressort. Et vous tendez la perche justement sur l'aspect financier à Jean-René Le Cerf et à Olivier Richoux, parce que effectivement, il faut de l'argent pour tout cela. On connaît les difficultés aujourd'hui en plus du secteur immobilier pour la construction. Quels sont, Jean-René Le Cerf, quel rôle quelles sont les principales sources de financement pour les projets de logement inclusif comment la SNSA peut faciliter l'accès aux fonds nécessaires aujourd'hui? Écoutez, là, j'ai presque honte de répondre à votre question parce que sur l'aide à l'investissement, il y a très peu de choses. Sur l'aide à l'investissement, il y a dans le projet de PLFSS en cours de discussion, il y a 140 millions. 140 millions à la fois pour les EHPAD et pour les logements intermédiaires, et dont on sait que l'essentiel sera pris par les EHPAD. Donc il faut faire place à l'imagination. Ça ne suffit pas toujours, mais quand même, l'imagination, ça peut déjà aider beaucoup. Par exemple, il n'y a pas que dans le neuf qu'on peut faire effectivement de l'habitat partagé. On peut le faire dans l'ancien, ce qui coûte beaucoup moins cher. Vous avez beaucoup de maires de petites communes, notamment en milieu rural, où le foncier est moins cher qu'en milieu urbain, qui viennent vous dire « mais moi j'ai telle maison, elle est en bon état, il suffirait d'un ascenseur pour l'aménager et faire en sorte qu'elle soit adaptée pour de l'habitat partagé ». Faire de la réhabilitation, de la rénovation. Bien sûr, et même en milieu très urbain, des maires qui vous disent « on a de grands appartements qui sont vides, ça nous intéresserait de pouvoir y loger 5, 6, 7 personnes âgées ». Donc il y a aussi, si vous voulez, cette volonté d'aller vers ce qui coûte moins cher. Moi, j'ai entendu, par exemple, des préfets à l'égalité des chances, je ne les citerai pas parce que je ne veux pas les gêner, me dire « Monsieur le Président, j'ai un pognon de dingue », c'est une expression à la mode, dans le cadre de la politique de la ville, moi, j'aimerais bien, dans la restauration qui se font effectivement dans le cadre de la politique de la ville, qu'il y ait des lieux qui soient réservés pour le logement partagé. C'est une bonne idée, mais en l'état actuel des choses, on n'a pas encore évolué. Et je tiens à dire aussi que le besoin est tellement important que moi, je ne rejette personne pour prendre les initiatives. Il y a des associations, c'est très bien. Il y a des privés non lucratifs, c'est très bien. Mais je connais aussi des privés lucratifs qui font du très très bon boulot. Aussi bien, si vous voulez, dans le logement inclusif que dans l'accueil familial. Et j'ai de plus en plus de mal à distinguer le logement inclusif du bon accueil familial. Bien sûr, Olivier avait raison, il faut qu'il y ait des contrôles. Mais les contrôles, il faut qu'il y en ait partout. On a voulu faire des contrôles, à mon avis, c'était peut-être un peu abusif, dans l'ensemble des EHPAD, ce qui est impossible à réaliser de manière totalement, effectivement, extrêmement sérieuse. Et on se rend compte que là où il y a eu des premiers contrôles, il y a parfois d'autres dérives qui se produisent encore. Donc il faut bien sûr qu'il y ait des contrôles, mais il y a des opportunités qui existent et il y a aussi des simplifications qui s'imposent. Pourquoi enquiquine-t-on les promoteurs de logements partagés en leur demandant, par exemple, de respecter les règles en matière de sécurité incendie qui sont les règles des établissements accueillant du public ? La dernière loi sur le bien vieillir ensemble a fait évoluer ces choses. On attend toujours le décret d'application de la loi. Et une loi sans décret d'application, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a des absurdités sur, par exemple, le fait que lorsque le bailleur social
est propriétaire, ce qui est une solution également, que le bailleur social soit propriétaire de la maison, du bâtiment, eh bien, ce bailleur social, lorsqu'il y a une vacance, par exemple, il ne peut pas accepter la personne qui est proposée par les colocataires, qui l'ont choisi parce qu'ils se disaient qu'avec eux, les choses se passeraient bien. Parce qu'il y a des règles qui font qu'il y ait au moins 3 candidats qui soient entendus et que le choix doit intervenir parmi ceux-là. C'est de la broutille qui ne demande même pas de véhicule législatif, qui demande de simple arrêter pour faire en sorte que l'on aide au développement de cet habitat intermédiaire. Aujourd'hui, cette volonté, je trouve qu'elle fait encore très largement défaut. Alors, on sent, hein, Jean-René Le Cerf, que vous avez envie d'y aller, hein, que vous êtes partant pour avancer. Thomas Berrettoni nous disait la même chose tout à l'heure. Olivier Richoux, on sent que peut-être vous freinez des deux pieds en attendant d'avancer de façon réglementaire pour développer le secteur. Non, moi je suis un élu qui commence à avoir des cheveux blancs, ça se voit. J'ai été maire il y a déjà quelques années et je me souviens, dans les élections municipales il y a une trentaine d'années, chaque commune voulait son EHPAD. Et c'était un peu le modèle à l'époque d'accueil des personnes âgées. Moi je crois qu'aujourd'hui, et on le verra, on a dans 1 an et demi les élections municipales, je suis sûr, et en tout cas c'est quelque chose qu'il faut que l'on pousse, chaque commune devrait avoir son projet d'accueil de résidence partagée. Est-ce que ça ne va pas être un frein, justement, les élections? On dit souvent que la période d'élection, on ne bâtit pas, on ne bâtit plus, les maires... Oui, mais c'est le moment pour le maire et les candidats d'exposer leur projet, et l'accueil des personnes âgées sur un territoire, c'est essentiel. Donc les maires vont avoir un rôle important quand ils contrôlent l'urbanisme, qui est un sujet, n'est-ce pas, très important, de réserver des terrains, de flécher par avance des maisons anciennes dans le centre-ville un peu abandonnées, pour qu'elles puissent être réhabilitées dans cet objectif. Donc je pense qu'il y a un rôle essentiel des maires à appuyer ces projets pour en tout cas mettre du foncier à disposition des projets qui vont être indispensables pour accueillir le choc démographique qui arrive. La seule chose ensuite, c'est qu'il y aura à boire et à manger, comme toujours dans un marché nouveau. Et donc il faut qu'à un moment donné, pour sécuriser le résident, on ne le mette pas dans la gueule du loup, si vous me permettez l'expression. Et donc je crois qu'à un moment donné, le fait de labelliser ou de donner mais pas avec un truc trop administratif qui nécessite un cahier des charges de 150 pages à remplir. Enfin voilà, il faut trouver des choses simples. Et une des choses simples, c'est lorsque la conférence des financeurs donne son feu vert pour financer un poste pour l'animation et la coordination. C'est une forme de reconnaissance. Et donc c'est peut-être sur des projets comme ça qu'il faudra encourager à la fois les élus locaux et la population à aller, plutôt que de céder à des sirènes ou à des sirènes d'investisseurs. Je rappelle que beaucoup ont investi par moment dans des établissements parce qu'il y avait des avantages fiscaux avec des régimes particuliers, loueurs meublés, etc. Et on a vu les catastrophes que ça pouvait donner dans un certain nombre de circonstances. Voilà, donc faisons confiance à chaque territoire pour déterminer les besoins. Nous, dans le département de la Mayenne, par bassin de vie, il y en a 9, on a déterminé une fourchette qui nous semblait judicieux de nombre de logements, habitat, vie partagée. Voilà. Et donc on fait en sorte de financer au fur et à mesure les postes d'AVP en fonction des territoires et en fonction de l'évolution des projets. Voilà sans doute une conduite à tenir intéressante pour pousser ce modèle, parce qu'il est indispensable et il correspond à l'attente de nos concitoyens. C'est une conduite que vous tenez aussi, Thomas Berrettoni, à Saint-Laurent-du-Var, dont vous êtes adjoint au maire. C'est ça. Et après, juste pour rebondir, c'est vrai qu'il y a un sujet important, c'est la pression foncière. Moi, je vois dans la région sud, c'est quasiment, donc c'est la deuxième région où les terrains sont les plus chers de France, après Paris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les habitats partagés ou inclusifs ont un modèle économique qui est entre guillemets moins rentable qu'un promoteur qui fait du logement privé. Donc nécessairement aujourd'hui, il y a 2 possibilités pour faire l'habitat partagé ou inclusif. C'est soit une collectivité réserve, dans le cadre de son PLU, des zones où on peut avoir que de l'habitat partagé. C'est une première possibilité.
Et la deuxième possibilité, c'est dans le cadre d'un projet immobilier, le bailleur social qui va acheter en VFA donc, au promoteur une partie donc, pour des logements sociaux, qui va destiner ces logements sociaux-là à de l'habitat partagé ou inclusif. Il n'y a pas d'alternative selon moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça c'est vraiment ma vue du terrain, j'ai l'impression que les promoteurs, en tout cas certains promoteurs, n'ont pas forcément envie d'aller sur ce terrain-là de l'habitat partagé ou inclusif. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la loi SRU vise depuis maintenant plus de 20 ans, à faire du logement social, et c'est bien, il en faut. Ceci étant, tout à l'heure, on n'a pas forcément parlé de chiffres, mais nous, dans la région sud, aujourd'hui, on a 23% de la population qui a plus de 60 ans. En 2030, on aura plus de 30% de la population qui aura plus de 60 ans, c'est quand même important. Un habitant sur 5 aura plus de 75 ans. Donc aujourd'hui, on a l'impression que le vieillissement est aujourd'hui, mais en fait, non, c'est demain, où là, on aura vraiment un changement important de la population. Et c'est vrai que si on n'anticipe pas ce changement-là, on risque d'avoir d'énormes difficultés pour loger nos seniors. Aujourd'hui, la moitié des personnes de 75 ans et plus en région sud vivent encore à domicile, 50%. Donc moi, ce que je plaide au niveau local, c'est essayer d'anticiper cela et d'inciter les promoteurs avec les bailleurs sociaux et avec les acteurs locaux à faire davantage d'habitat partagé. Alors, moi je trouve qu'on est senior beaucoup trop tôt aujourd'hui, entre nous. Parce que je crois qu'à partir de 50 ans, on commence à nous qualifier de seniors. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, messieurs, mais moi je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Mais bon, justement, pour aider les seniors, comment vous, en termes de technologie, puisque vous, Aurélien Poisson pour Le Grand Caire, vous facilitez aussi la vie des personnes qui peuvent tomber en dépendance, vous les aidez justement. Comment vous travaillez avec les collectivités, avec les promoteurs aussi pour faire accepter vos technologies et pour leur montrer qu'il y a forcément un apport considérable à amener de la technologie aujourd'hui dans les logements? Nous, déjà, il faut savoir que, donc, comme groupe industriel, nos produits sont déjà, pour beaucoup, éprouvés sur le marché. Et donc, on a un rôle à tous les niveaux de l'écosystème. Parce qu'évidemment, il faut faire connaître les solutions auprès des collectivités, aussi... on parlait des bailleurs sociaux, c'est aussi des gens qui ont des problématiques de vieillissement. Donc il faut faire connaître des solutions. Mais les solutions, pour beaucoup, sont des fois existantes. Donc il faut accompagner aussi le modèle économique pour que derrière, on puisse offrir au plus grand nombre ces solutions. Parce que l'objectif, c'est celui-ci. C'est-à-dire que nous, groupe industriel, c'est vraiment de mettre à l'échelle toutes les solutions sur le territoire. Et donc évidemment, l'important, c'est d'avoir des solutions qui peuvent se démocratiser. Donc évidemment, on est à tous les niveaux de l'écosystème pour proposer les solutions et puis accompagner les personnes vieillissantes. Et donc après, dans nos concepts de création de produits, évidemment, les personnes âgées sont amenées de temps en temps à tester nos produits en recherche et développement, dans l'innovation. Et donc oui, c'est après des cycles d'innovation classiques, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on a, d'un point de vue technologique, un marché qui est mature et qui est prêt à démarrer de manière très forte pour accompagner la vague démographique qui nous attend en 2030. Et la technologie évolue très très vite, on le sait. Est-ce que c'est facile de s'adapter aussi justement pour les personnes? Alors les personnes âgées, on dit que c'est plus difficile dès qu'il y a telle technologie, ça devient plus compliqué. Je ne suis pas sûr, mais bon. En tout cas, dans l'ADN de Legrand et dans les valeurs qu'on partage, on en a plusieurs. Il y en a une qui est importante, on en a parlé beaucoup ici, c'est la valeur d'inclusion. Et donc quand on parle d'habitat inclusif, ça nous parle chez Legrand parce que ce sont des valeurs qu'on met au plus haut niveau de l'entreprise. Et puis une autre valeur qui est très importante et depuis toujours chez Legrand, c'est la simplicité. Donc simplicité déjà de produits dans son installation, parce que historiquement Legrand s'adresse à des électriciens, donc on a toujours voulu que nos produits soient le plus simple possible d'installation, mais également le client final. Donc de penser le produit le plus simplement possible pour qu'il soit intuitif. Et évidemment, quand on arrive à proposer un produit pour des personnes vieillissantes, on sait forcément qu'il va toucher l'intégralité des marchés, puisqu'on voudra faire quelque chose qui soit tout de suite prêt à l'usage et facilement pris en main. Olivier Richeveau, vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste rebondir là-dessus. Dans le département de la Mayenne, on a un plan qui s'appelle le plan Maye-Aîné, qui est en même temps le nom des habitants de la Mayenne. Et on a prévu un dispositif d'accompagnement de tout nouveau logement spécifique pour accueillir les personnes âgées à hauteur globalement de 10 000 euros par logement, pour lequel on a réservé un montant de 3 000 euros qui doit être pour financer de la technologie.
Parce qu'effectivement, il faut dès le début incorporer ces nouvelles technologies. Et donc c'est pour nous important que les logements qui se créent à partir de maintenant, ou qui se rénovent, puissent absolument intégrer des technologies quelles qu'elles soient, mais qui permettront d'améliorer le quotidien de nos aînés. Marie Goudenoir, vous nous le disiez tout à l'heure, Chez Moi Demain, vous l'avez créé il y a 6 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'en 6 ans, vous avez vu les choses évoluer en matière d'habitat partagé inclusif? Oui, sur le nombre, sur les volontés aussi, et sur la compréhension et la volonté aussi politique. La volonté des gens d'habiter, évidemment. C'est du bon sens, c'est vraiment, il n'y a rien d'inventé, c'est juste retrouver, en fait, décloisonner les personnes âgées avec les personnes âgées, personnes handicapées, enfin voilà. Et du coup, c'est décloisonner tout ça, recréer en fait des lieux de vie plein de bon sens avec de l'entraide, de la solidarité. Là où il y a une vraie évolution, et c'est clé justement, je voulais rebondir, donc ça tombe bien, c'est je le disais tout à l'heure aussi, mais c'est l'implication, l'importance de la décision politique, le poids du territoire dans l'émergence, le développement et la pérennité de ces projets-là sont des projets qui répondent au territoire et aux habitants. Donc à partir de là, ça c'est une évidence. Mais par contre, il y a vraiment la volonté politique qui est clé. Et je le vois, moi je suis sur plusieurs départements, donc j'ai affaire à différents cahiers des charges pour les demandes de labellisation, justement. Certains vont très loin, vont proposer beaucoup d'aide pour justement aider au financement de ces projets. D'autres très peu, enfin voilà, c'est très variable. Mais en tout cas, travailler sur l'ensemble du territoire? Non, gros quart sud-est. Pour pouvoir accompagner les projets, on garde une certaine proximité géographique. Et donc, du coup, là, c'est vrai qu'il y a on voit qu'il y a une vraie différence, en tout cas par territoire. Et de fait, les projets ne se développent pas de manière homogène sur tout le territoire. J'ai une vision nationale, parce que je suis dans 2 gros réseaux nationaux, où je suis dans des groupes de travail. Donc du coup, j'ai une bonne vision. Je suis en lien avec beaucoup de projets sur tout le territoire français. Et idem, on a le même constat. Et effectivement, les départements, ils sont clés. Les maires derrière sont les acteurs de terrain essentiels pour que les projets émergent et se réalisent. Il y a énormément de leviers actionnés, mais en tout cas, c'est vrai que la décision politique au sens large, elle est vraiment essentielle. Alors justement, je me tourne vers les élus que nous avons autour de cette table, Jean-René Le Cerf, Olivier Richefou et Thomas également. Jean-René Le Cerf, vous avez conscience de cela, des différences de territoire? Bien sûr. Non seulement on en a conscience, mais une des raisons pour lesquelles la CNSA a été créée en 2004 par Jean-Pierre Raffarin, c'est pas hier, c'était effectivement d'arriver à avoir des politiques vis-à-vis du grand âge et vis-à-vis de nos concitoyens les plus fragiles qui soient de même nature, de même importance sur l'ensemble du territoire de la République. Alors, on se heurte dans un premier temps, apparemment, au principe d'indépendance des collectivités territoriales qui disent « mais il n'est pas question de nous imposer telle ou telle décision ». Il faut donc qu'on trouve le juste milieu entre le fait de respecter les politiques départementales et l'autonomie des départements et le fait que jamais les gens ne choisissent leur domicile en fonction des politiques départementales. Qu'il y ait non pas des politiques équivalentes du nord au sud et de l'est à l'ouest, mais qu'il y ait des politiques équitables. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'en est pas là et aujourd'hui, on entend toujours qu'il y a effectivement des discriminations très importantes, quelquefois d'ailleurs à l'intérieur des mêmes régions, de département à département. Et là, on a un vrai problème. Et c'est là que je rejoins une des remarques qui a été faite tout à l'heure pour dire que l'animation qui est faite sur le logement inclusif n'est pas suffisante. Et la CNSA souhaiterait être investie d'un pouvoir d'animation de la politique sur le logement inclusif, qu'elle soit davantage médiatisée, qu'elle soit davantage expliquée, de façon à ce que les uns et les autres, où que ce soit que nous habitions, nous sachions qu'il y a aussi cette réponse et que les accompagnements des crédits d'État se fassent d'une manière juste et répartie entre les différents départements. Et moi, je suis un ancien président de département. Je trouve que la justice, ça consiste aussi à donner davantage à ceux qui ont moins. Or, le département, c'est une étiquette qui recouvre des réalités en termes de richesse souvent très différentes. Donc la volonté est là au sein de la CNSA. Est-ce qu'elle y est aussi au sein de l'Assemblée des départements, Olivier Richefou, et vous en tant que président de département en activité? Moi, je pense qu'on a un système qui va être généralisé à compter du 1er janvier, pour lequel
18 départements ont été expérimentateurs. C'est le service public départemental de l'autonomie, qui a vocation à rassembler sur un territoire l'ensemble des acteurs qui interviennent. Et puis à être une source d'homogénéisation pour rendre effectivement plus équitables les politiques et être au plus proche de nos concitoyens. Et je pense que cet outil qui n'est pas une couche de plus, qui n'est pas une administration de plus, mais une coordination des acteurs, elle doit être capable aussi de rassembler les acteurs de l'habitat inclusif et partagé. Et donc, parce qu'aujourd'hui, ils sont méconnus, ils sont isolés dans leur pratique, ils ont souvent un seul établissement dans un département et pas toujours connus des interlocuteurs départementaux. Donc le fait de pouvoir les rassembler et de les inclure dans le dispositif permettra sans doute d'en assurer une meilleure promotion. Et puis, j'ai toujours cru et je crois toujours au rôle régulateur que tu évoquais de la CNSA, qui doit accompagner les politiques et qui doit faire en sorte qu'elles s'harmonisent. Elles ne seront jamais les mêmes d'un département à l'autre. Les départements sont différents, ils n'ont pas la même politique sportive, il n'y a pas le même prix des repas à la cantine dans tous les collèges en France, il y a forcément des différences. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'elles soient les moins importantes possibles et qu'il y ait plutôt des regroupements ou en tout cas des politiques les plus homogènes possibles, tout en gardant des adaptations dans chaque département, ce qui est assez naturel. Donc le service public départemental de l'autonomie va être une belle occasion, je crois, de rassembler les acteurs sur un territoire. Une volonté qui existe aussi au sein de la région Sud-PACA, Thomas Berrettoni. Oui. Le job de l'opération d'intérêt régional que je co-préside avec Romain Gano, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table. Et c'est ça qui est important à mon avis. Donc la région, bien sûr, les départements, les EPCI, les métropoles, les communes, les promoteurs, les start-up, les PME, les associations, les CCAS. L'objectif, c'est vraiment de se dire, voilà, aujourd'hui, on a un vrai sujet par rapport au vieillissement de la population. Selon nous, c'est vraiment une cause régionale, voire nationale. C'est collectivement qu'on arrivera à apporter des solutions. Individuellement, on n'arrivera jamais. Que ce soit la région, le département ou les communes. Voilà. Donc l'objectif vraiment pour nous, depuis maintenant 2015, ça va faire 10 ans l'année prochaine, c'est que collectivement, on arrive à apporter des réponses concrètes sur les différents aspects de nos seniors. Donc il y a bien sûr l'habitat, mais il n'y a pas que ça, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a aussi l'innovation et aussi tout ce qui est aidants familiaux et formation des personnels. Merci. Alors le temps passe vite, on va déborder un petit peu légèrement, parce que je voulais encore poser une question à Aurélien et une à Marie également. Donc Aurélien, comment est-ce qu'on peut anticiper les besoins futurs, technologiquement parlant, des logements pour les seniors ou pour les personnes en situation de handicap aujourd'hui, puisque c'est votre mission aussi, c'est d'améliorer les logements au fur et à mesure. Nous, on le fait de plusieurs façons. Il faut savoir que chez Le Grand Caire, c'est un peu plus de 15% de nos effectifs qui sont dans la recherche et développement. Donc nous, au quotidien, on a des personnes dont le travail est de réfléchir aux besoins de demain, donc à faire évoluer notre technologie. Et pour cela, il est primordial d'être près du terrain, donc d'être en contact avec des personnes vieillissantes pour comprendre vraiment leurs besoins du quotidien. Et donc, je dirais que l'important, c'est d'avoir une approche la plus globale possible sur ces besoins-là et de l'écosystème. Et donc, c'est du travail de tous les jours des équipes pour être au plus près des besoins et puis de mettre à disposition cette technologie. Alors des fois, de devancer un petit peu les attentes qu'il pourrait y avoir, mais voilà, c'est notre rôle d'industriel aussi de tester, et de lancer et d'industrialiser ensuite. Marie Côte-Noire, pour conclure, parce que vous êtes celle qui est investie à 200%, on va dire, sur l'habitat inclusif et partagé aujourd'hui. Vous en avez fait votre mission première. Quels sont les feedbacks que vous recevez et quelle est pour vous aujourd'hui la mission première pour développer le secteur? Et ce sera notre conclusion. Du coup, en partant des retours, parce que finalement la réponse elle est là, c'est que les habitants, c'est une évidence, j'ai utilisé ce mot à plusieurs reprises parce que pour moi il est fort et il est vrai, mais c'est une évidence et ils changeraient pour rien, enfin, c'est juste leur lieu de vie, c'est le choix de vivre là. Ceux qui ont testé, ils adhèrent.
Ah mais c'est oui, c'est je pense qu'il faudrait même trouver un mot, on va peut-être réfléchir avec cette histoire de l'habilité. Voilà, restons dans le. Non mais honnêtement, c'est-à-dire que là on parle vraiment, je reviens à cette notion de bon sens, c'est-à-dire que ce sont des personnes. La maison individuelle de 300 mètres carrés, elle n'est pas viable quand on vieillit, elle est plus viable. Par contre, on ne veut pas partir à 200 km en EHPAD. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est juste, je veux être chez moi, je veux accueillir mes petits-enfants, mais je ne veux plus avoir la grande salle à manger. Voilà. On met en commun ce dont on n'a pas besoin tous les jours, mais on est chez soi. On est chez soi et on fait ce qu'on veut chez soi. Et on a nos voisins et on les connaît. Si on en a besoin, on sait qu'on peut aller toquer, on sera bien accueilli. Mais si on veut être fermé chez soi, on est fermé chez soi. Et ça, c'est vraiment ce que doit être l'habitat inclusif. Et ensuite, il y a d'autres modes d'habiter qui, en revenant à des petites échelles, des colocs, vous avez parlé béguinage tout à l'heure, mais il faut que ça reste un choix, en fait. Et ce choix, aujourd'hui, il n'existe pas, trop peu, beaucoup trop peu. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles et avoir plus de moyens, en effet, mais de moyens aussi en partage de connaissances, se mettre en lien des acteurs sur des territoires. Mais ça, c'est la première étape parce qu'il y a déjà plein de bonnes pratiques. Il y a déjà énormément de choses qui existent, qui fonctionnent, où des acteurs ont trouvé les solutions pour les monter. Donc déjà, mutualisons tout ça. Et puis ensuite, voyons les moyens qui manquent au niveau de l'État pour faire ruisseler en termes financiers. Mais déjà, voilà, mutualisons, voyons ce qui fonctionne et surtout répondons aux attentes qui sont là, qui sont claires. Et il suffit d'écouter les personnes, les premiers concernés, en fait. Ce que je déduirai de cette table ronde, c'est qu'en tout cas, pour que les habitats partagés inclusifs soient l'avenir du bien vieillir à domicile, il faut une volonté politique. Je crois qu'on l'a avec les personnes qui sont présentes ici, une volonté technologique, vous nous l'avez prouvé Aurélien, et une volonté humaine. Merci beaucoup Marie, merci Madame, merci messieurs pour cette table ronde. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci à tous les 5.